temps était donc le temps qui nous est imparti est quand même, relativement limité, hein, donc ce que je vais surtout faire, c'est en fait vous donner un avant-goût du cours de météorologie maritime, que je dispense, quasiment tous les ans, au sein du SNEH, donc qui est un cours qui est organisé sur 3 jours, donc c'est pas un petit cours, hein, où il y a 2 jours, de théorie et 1 jour de mise en pratique où on fait, de l'étude de cas. Donc où les gens réalisent des petites prévisions, et ils présentent ça par groupe. Voilà. Vous verrez aussi que à la fin donc de la présentation, je vous proposerai donc, enfin j'introduirai, la plateforme donc MetEducation, donc qui est une plateforme d'apprentissage en ligne, et qui est jusqu'à présent, en tout cas, toujours, gratuite. C'est fort intéressant donc si vous voulez, allez vous former sur différentes, thématiques liées à la météorologie. Donc le cours qui est donné, au niveau du SNEH, il compte 9 thématiques. Aujourd'hui donc je vais surtout vous en présenter 6. Il faut aussi vous dire que, ici j'ai vachement allégé, les thématiques, pour pouvoir rentrer donc, dans le timing qui est imparti. Alors on va commencer par l'atmosphère. Donc on va commencer du général pour aller un peu de plus en plus dans le particulier. Donc caractéristiques de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, donc on retrouve ce qu'on appelle, l'air atmosphérique. Donc l'air atmosphérique, qu'est-ce que c'est? Beh, c'est en fait de l'air sec, mais pas seulement. Donc là-dedans, il y a aussi de la vapeur d'eau, 0 à 4 et des particules solides. Donc cet air atmosphérique, au niveau de la météorologie, on va, le caractériser. Donc on va le caractériser principalement à travers 4 paramètres, donc qui sont la pression. Donc la pression, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Beh, c'est en fait une force qui est exercée sur une surface. Donc dans le cadre de la météorologie, on va parler donc de la pression atmosphérique, qui est en fait le poids qui est exercé par la colonne d'air sur une surface unitaire, d'un mètre carré. À côté de ça, donc on a la température. Donc la température, en fait, c'est une autre manière d'exprimer l'énergie, hein. Donc la température, c'est ça qui va permettre le mouvement donc, au sein de l'atmosphère, mais aussi qui va permettre les changements d'état. Donc par exemple passer, pour l'eau donc de vapeur à liquide et inversement. Ensuite, on a la densité. Donc la densité, globalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une quantité de matière par volume. La densité, ça va nous intéresser. Pourquoi? Ben, on va se rendre compte tout d'abord que l'air froid est plus dense et donc aussi plus lourd que l'air chaud. Et donc, c'est toujours l'air chaud qui va s'élever au-dessus de l'air froid qui est plus dense. Voilà. Ensuite, on a l'humidité. Donc, l'humidité, en fait, c'est la quantité de vapeur d'eau que peut contenir, de l'air. Donc de l'air chaud, en fait, il va pouvoir contenir plus d'humidité, que de l'air froid avant d'arriver à saturation. Alors donc ces facteurs, ils vont, bah, vous le comprenez bien, hein, ils vont évoluer, dans, le plan, horizontal et vertical. Bon, ici pour, tout ce qui est météorologie maritime, on va surtout s'intéresser donc à la variation dans le plan horizontal. Ensuite, l'air atmosphérique, bah, c'est un fluide, c'est-à-dire que il n'a pas un volume, qui est bien déterminé, donc il peut se dilater et il peut aussi se comprimer. Enfin, donc l'air atmosphérique, bah, c'est un mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité et la corollaire de ça direct, c'est le fait qu'un front, donc un front, qu'est-ce que c'est? Beh, c'est en fait la séparation de 2 masses d'air et vu que, donc l'air atmosphérique est un mauvais conducteur, les masses d'air ne vont pas se mélanger. Voilà. Donc on a parlé, de l'air atmosphérique en général. On va maintenant, plus s'attarder sur la troposphère. La troposphère, qu'est-ce que c'est? Ben, en un mot, c'est la zone de l'atmosphère dans laquelle on vit, donc c'est la plus dense, en fait. La troposphère donc, sa limite inférieure, c'est le sol et sa limite supérieure, donc c'est ce qu'on appelle la tropopause. Alors une caractéristique importante, de la troposphère, eh bien, c'est que la température va baisser avec l'altitude. Donc plus on monte en altitude, plus la température va baisser. Et la tropopause, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en fait une inversion de température. Donc c'est-à-dire que jusqu'à la tropopause, donc
la température de l'air va baisser avec l'altitude. Par contre, à partir de la tropopause, là, la température va rester donc constante, voire va avoir tendance à légèrement augmenter. La conséquence de ça, eh bien, c'est que, en fait, cette tropopause, elle va limiter l'extension verticale de tous les phénomènes météorologiques. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs, puisque donc si on n'avait pas cette fameuse tropopause, eh bien, par exemple, les nuages à orage donc pourraient atteindre des dimensions encore plus vertigineuses que ce qu'ils peuvent atteindre aujourd'hui. Alors aussi, la troposphère, c'est ce qu'on appelle le siège des hydrométéores. Donc les hydrométéores, c'est quoi? C'est la neige, la pluie, les nuages, et cetera. Et la météorologie, bah, ça n'est en fait rien d'autre que l'étude des hydrométéores. Alors un tout petit peu de thermodynamique, juste ce qu'il en faut. Donc la chaleur, sans surprise, hein, la chaleur dilate les gaz, le froid les comprime. Donc la conséquence directe de ça, bah, c'est qu'au pôle, donc on a de l'air froid, et donc cet air froid, il est dense, il est lourd, et donc il va y avoir un mouvement général vers le bas. C'est pour ça qu'au niveau des pôles, on y reviendra après, on va avoir ce qu'on appelle des hautes pressions prédominantes, permanentes. Au niveau de l'équateur, bah, c'est l'inverse en fait, hein, c'est l'endroit du globe qui reçoit le plus d'énergie de la part du soleil, et donc à cet endroit-là, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc l'air va chauffer. L'air chaud, donc, il est moins dense, il a plutôt tendance à s'élever, et donc, au niveau de la circulation générale, donc, au niveau de l'équateur, on va donc avoir des zones de basse pression permanentes. Alors, donc, ce que vous voyez ici esquissé, bah, c'est ce qu'on appelle en fait des isobars, hein. Donc, les isobars, qu'est-ce que c'est? Donc, les isobars, c'est ce qu'on va utiliser pour décrire en fait ce qu'on appelle le champ de pression. Le champ de pression, c'est la distribution de la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Et un isobar, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être comparé, donc, si je prenais une carte topographique. Là, sur la carte topographique, je vais en fait décrire le relief. Et ben, l'isobar, c'est la même chose, sauf que au lieu de décrire le relief, je vais décrire en fait comment se comporte la pression. Un isobar, ben, c'est en fait c'est un ensemble de points, donc c'est une ligne qui rejoint tous les points qui sont situés à la même pression, réduite au niveau de la mer, donc on ne tient pas compte de l'altitude ici, au même instant, donc on fixe le temps en fait, et généralement, donc on va les espacer de 4 à 5 hectopascales. L'hectopascal, c'est donc ça c'est l'unité de mesure en fait de la pression atmosphérique. Alors en général, la pression atmosphérique donc elle évolue donc horizontalement environ entre 870 hectopascales et 1086. Ça en fait donc ce sont des données empiriques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, le niveau moyen de pression, il se situe aux alentours de 1013-25 hectopascales. Donc quand on sera au-dessus, de 1013-25 hectopascales, on parlera donc de régime de haute pression, régime anticyclonique, et quand on est en dessous, on parlera donc de régime, de dépression, donc, régime de basse pression. Voilà. Alors vous avez déjà certainement remarqué, mais au niveau des isobars, donc quand on regarde sur une carte météorologique, vous voyez ils sont plutôt arrondis en fait. Ils forment des ellipses. Et si je viens ici donc au niveau des différentes ellipses, vous voyez que à certains moments, je vais avoir un changement de courbure. Donc si ça c'était une fonction mathématique, en réalité j'aurais un point d'inflexion. Voilà. En météorologie, donc, en tout cas les prévisionnistes, sont fort intéressés donc par ces changements de courbure. Un changement de courbure qui est associé à une zone de haute pression, c'est ce qu'on va appeler une crête barométrique. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un maximum local de pression. Ah oui, comment est-ce que je vois ici que c'est un centre de haute pression? Ben, c'est assez simple, hein. Plus je me rapproche du centre, plus la pression augmente. Donc ici, on a 1030, 1040. Alors à l'inverse maintenant, donc ici je vais avoir donc ici une courbure qui est liée à une zone de basse pression. Et au niveau du changement de courbure, voilà, je vais le dessiner ici.
et je vais avoir ce qu'on appelle ici un creux barométrique, donc un minimum local de pression. C'est intéressant pourquoi? Bah, parce que typiquement donc les fameux fronts, on va venir donc les dessiner ici dans ces creux en fait, dans ces minimums de pression. Voilà, donc ici je vous mets, à titre d'exemple, hein, c'est une carte météorologique, qui provient donc du service, britannique, hein, on le voit ici, UK Met Office, voilà. Dans le coin dans le coin supérieur gauche, donc ici, on voit qu'on a affaire à une analyse. Donc ici, ce n'est pas une prévision en fait, c'est la situation qui a été observée donc à 0 heure, UTC, donc heure de Greenwich, le, 16 octobre 2018 et on sait que c'est un mardi. Voilà. S'il s'agissait en fait, d'une prévision, ben, on aurait ici prognosis chart. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette carte? On peut notamment retrouver les fameux centres de pression, hein, et vous voyez ici que donc on marque l'endroit du centre de pression, ici c'est une haute pression. Quand je vérifie, ben, je le vois bien, hein, je passe de 1004, 1008, donc plus je me rapproche du centre, plus la pression augmente. J'ai la valeur aussi des centres de pression. Vous voyez ici, donc ça c'est ce que je vous avais expliqué, donc là ici, vous voyez ici qu'on a un creux barométrique, un minimum local. Ben, comme par hasard ici, hop, je retrouve un front là, dans ce creux. Ici, je vois aussi que, on la voit ici, j'ai une crête barométrique. Et donc, dans une crête barométrique, j'ai une tendance anticyclonique maximale. Et là, par exemple, eh bien, je ne vais pas retrouver de structure frontale à cet endroit-là. Ce que je remarque aussi, c'est que donc, les isobars sont plus resserrés sur les bords de l'anticyclone et à proximité des centres dépressionnaires. Alors, bah, c'est assez simple, hein, les isobars, donc en fait, ils traduisent, comme je vous avais dit, le champ de pression et le champ de pression, lui, en fait, il est directement, relié, en fait, à la force du vent, à la vitesse du vent. Donc plus les isobars sont resserrés, plus, l'intensité du vent va être forte. Et ce qu'on peut retenir ici, bah, c'est que le vent va être plus fort sur le bord des zones de haute pression et aussi à proximité, pas au milieu, parce que là c'est le calme plat, mais à proximité des centres de basse pression. Alors on va regarder un peu plus dans le détail donc de quoi il s'agit. Donc dans les centres de haute pression, je vous avais expliqué, quand la pression est supérieure à 1013,25 hectopascal, on parle d'anticyclone ou de zone de haute pression. Comment est-ce que ça se passe? Bah, il faut reprendre en fait la définition, hein. Donc zone de haute pression, c'est-à-dire que la pression qui est exercée au sol est forte. Donc en fait, on a un mouvement descendant. L'air vient s'écraser sur le sol. Seulement, bah, cet air, en fait, une fois qu'il est poussé contre le sol, il n'a plus qu'une seule chose à faire, donc c'est quitter le centre. Donc en fait, en surface, on va avoir un mouvement descendant de l'air. Qui dit mouvement descendant de l'air, bah, c'est comme quand vous prenez votre pompe à vélo, hein, et que vous essayez de gonfler pendant trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre pompe, elle va commencer à chauffer parce que vous comprimez l'air. Donc il va y avoir un réchauffement de l'air en descendant et l'air va également s'assécher. Donc mouvement descendant, assèchement de l'air et divergence des vents au niveau du centre. Alors au contraire, donc maintenant on a les centres de basse pression. Donc c'est-à-dire que, voilà, je reprends à nouveau la définition, ça veut dire que la pression qui est exercée au sol, elle est faible en fait. Pourquoi? Bah, parce que mon air a tendance à s'élever. Alors mon air, donc quand il s'élève, qu'est-ce qui se passe? Bah, sa température diminue, puisque vous vous souvenez, on a dit que, en tout cas dans la troposphère, donc quand l'air s'élevait, bah, sa température diminuait. Si sa température diminue, eh ben, sa capacité à contenir de l'humidité va, enfin de la vapeur d'eau en tout cas, va diminuer. Et donc à un moment, il va y avoir condensation. Quand il y a condensation, eh ben, il commence à y avoir formation de nuages.
À partir du moment où l'épaisseur du nuage est suffisante, on peut avoir des précipitations. Ça, c'est le système lié aux zones de basse pression. À nouveau, donc ici, je vous avais expliqué que l'air a tendance à monter, ce qui crée en fait un déficit d'air en surface. Et donc, pour venir combler ce déficit d'air, eh ben, on va avoir un appel d'air, on va avoir une convergence au niveau du sol. Voilà, donc on a vu maintenant ce qu'était une zone de basse pression, ce qu'était une zone de haute pression. On va regarder maintenant comment tout ça se répartit au niveau global, donc au niveau de la Terre. Vous vous souvenez, donc quand j'ai parlé un peu de thermodynamique, je vous ai dit donc au niveau des pôles, c'est là qu'on reçoit le moins d'énergie de la part du Soleil, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est froid. Si c'est froid, bah, ça veut dire qu'il y a très peu de mouvement ascendant, puisque c'est l'air chaud qui s'élève. Et donc, au niveau des pôles, qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, je vais avoir une zone de haute pression permanente. Donc, je vais avoir un mouvement descendant de l'air froid, et l'air froid, il va être chassé du centre. Si je suis ici, hein, à 90 degrés. Donc, par contre, ici, au niveau de l'équateur, donc à 0 degré, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'endroit qui reçoit le plus d'énergie du soleil. Donc, le sol va beaucoup chauffer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, hop, l'air va avoir tendance à monter, à quitter le centre, et avoir un appel d'air pour venir remplacer l'air qui est en train de monter. Et là, eh bien, je vais avoir une zone de basse pression permanente. Cet air qui monte, à un moment donné, il va arriver à ma fameuse tropopause, hein. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des deux limites de la troposphère, donc le sol et puis la tropopause, où ici j'ai une inversion de température. Eh ben, la tropopause, elle va un peu agir à la manière donc d'un couvercle que je mettrai sur la casserole que je suis en train de faire bouillir. Donc l'eau, la vapeur d'eau n'est plus capable d'aller au-dessus. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va venir s'étaler et elle va voyager plus au nord. Pour finalement, au bout d'un moment, retomber. Donc elle va retomber à peu près à 30 degrés de latitude. Donc à cet endroit-là, je vais avoir une zone de haute pression permanente, puisque l'air a tendance à retomber. Et 30 degrés de latitude, bah, ça correspond notamment aux grands déserts, comme par exemple le Sahara. Donc mon air, je continue mon trajet. Mon air, donc, il part de 30 degrés de latitude, puisqu'il diverge au niveau de la zone de haute pression. Et ici, donc, la boucle va être bouclée, puisqu'il va venir Ouais. rencontrer donc mon Faut air froid. manger sans manger le papier. Non, faut manger sans manger le papier. Faut gratter le Euh, papier qui arrive par est-ce que, virgule la est-ce que vous page. pouvez couper votre Ah, micro, s'il vous plaît? oui, pardon, désolée. Merci. On m'a dit que- Donc je disais au niveau de 60 degrés de latitude, donc mon air chaud en provenance, donc ici, de ma zone de haute pression à 30 degrés, va venir rencontrer l'air froid qui vient des pôles. Donc l'air chaud va monter au-dessus de l'air froid et à nouveau ici je vais avoir une zone de basse pression permanente. Vous voyez que ces circulations, donc elles forment en fait des cellules. Donc entre 0 et 30 degrés de latitude, je vais avoir ce qu'on appelle la cellule de Hadley. Entre 30 et 60 degrés, là, je vais avoir ce qu'on appelle la cellule de Ferrel. Et finalement, entre 60 et 90 degrés de latitude, je vais avoir ce qu'on appelle la cellule polaire. Alors, donc pour pouvoir avoir des observations météorologiques et donc pouvoir faire des prévisions derrière, on a besoin de données. Ces données, on peut les avoir de différentes manières. Donc, on pourra avoir une observation météorologique qui est réalisée donc par un observateur qui se trouve dans une station, qui va me noter donc pour la surface et pour l'endroit où il est, la température de l'air, le degré d'humidité, la pression, les nuages qu'il voit, etc.
À côté de ça, donc, tout ça, ça va me donner une image donc générale, mais ça va surtout me donner une image donc dans le plan horizontal. C'est aussi intéressant d'avoir une image de l'état de l'atmosphère à un instant T dans le plan vertical. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des radiosondages. Les radiosondages, c'est quoi? Il s'agit en fait d'un ballon qui est muni d'un cordage et on a une sonde au bout de ce ballon. Et la courbe ici que vous voyez, en fait, ça, c'est quoi? C'est juste en fait le relevé de la température qui est faite par le ballon pendant son ascension. À côté de ça, donc, oui, donc ce ballon, en fait, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer la température. Il va aussi mesurer l'humidité, hein, à différentes altitudes, et finalement, il va mesurer aussi la direction et la force des vents. Alors, ici, en fait, donc en vert tireté, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle la courbe des points de rosée. Il s'agit en fait d'une autre manière, donc plus commune et plus utile pour le météorologue de représenter en fait l'humidité de l'air. Puisque donc le point de rosée, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de la température à laquelle il faudrait refroidir la masse d'air pour qu'il y ait condensation. Et donc, fort de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand la courbe d'état qui représente la température est très proche ou est égale à la courbe des points de rosée, il va y avoir condensation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la courbe noire est proche de la courbe verte, on va avoir en fait formation de nuages. Alors, donc ces deux courbes, en fait, on vient les placer, donc, j'ai envie de dire, dans un diagramme un peu barbare, hein, qui est en fait un T log P, où on va représenter donc la température en fonction du logarithme de la pression. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici, ça change très vite. Et puis si on regarde au-dessus, ça changerait beaucoup moins. Donc la pression, elle est ici en horizontale. Et on va avoir donc la température ici en diagonale. Voilà, donc en fait, dans ce graphique, hein, dans cette abaque-là, on va avoir on va en fait retrouver ce genre de courbe. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, le gradient idéal, donc qui correspond à ce qu'on appelle l'atmosphère internationale standard, il est donc de 6 degrés, de 6,5 degrés par kilomètre. Donc ça, c'est le taux de décroissance de la température lorsqu'on monte dans l'atmosphère. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, forcément, on va rarement suivre cette courbe théorique. On va se trouver donc soit à gauche, soit à droite de cette courbe. Et ça va avoir des conséquences que je vous explique après. Alors, donc maintenant, je vais vous parler du vent. Donc le vent, deux caractéristiques. Le vent, donc, il a une direction et il a une force. Si je devais décrire le vent, je dirais qu'en fait, c'est le mouvement horizontal de l'air. Et le vent, comme j'en ai déjà parlé, hein, il est causé par la différence de pression. Donc le gradient de pression, c'est vraiment le moteur du vent. Aussi, c'est représenté ici. Vous vous souvenez, on avait dit qu'au niveau des zones de haute pression, l'air avait tendance à quitter le centre de haute pression et l'air avait plutôt tendance à converger au niveau du centre de basse pression. Et donc, globalement, le mouvement de l'air, ça va être du centre de haute pression vers le centre de basse pression. Pour retenir ça, on pourrait voir ça aussi comme sur une carte topographique, hein, où si je fais couler de l'eau, forcément l'eau va se déplacer donc du sommet de la montagne et venir vers le creux. C'est la même chose ici pour le vent. Par convention, donc, on dit d'où le vent vient. Donc quand on parle d'un vent de nord, par exemple, ça veut dire que le vent vient du nord. Ensuite, pour décrire donc l'évolution du vent, donc quand le vent tourne ici à droite, on va dire que le vent vire. Quand le vent tourne à gauche, on va dire que le vent back.
Voilà, alors ici, je vous présente juste, carte météorologique. Ça me permet, d'introduire le fait que, le vent, c'est surtout une question d'échelle. Ici, l'échelle que vous avez là, c'est ce qu'on appelle l'échelle synoptique. Donc c'est plus ou moins, l'échelle de Europe occidentale. Donc au niveau de l'échelle synoptique, qu'est-ce qu'on va repérer? On va surtout repérer donc les centres de pression et les structures, frontales. C'est surtout ça qui influence, à l'échelle synoptique. Par contre, en dessous de l'échelle synoptique, donc on va avoir l'échelle, régionale et locale. Et là, en fait, on va venir tenir compte, des effets de terrain, donc la différence entre la terre et la mer, l'effet de relief, et cetera. Je remonte d'un cran, enfin même de 2 crans ici, on en a parlé. Au niveau de la circulation, générale du globe, on va aussi avoir donc tous les vents qui sont liés à ces fameuses cellules donc de Hadley, de Ferrel et cellules polaires. Donc là, on va retrouver, les vents bien connus, hein, les vents d'ouest, les alizés, les moussons, et cetera. Maintenant, donc je reviens à mon échelle régionale, j'ai aussi l'échelle locale. Donc à l'échelle locale, là on va parler plutôt de vent journalier. Donc c'est là qu'on va venir classer par exemple le phénomène de brise de mer, brise de terre. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle les vents périodiques, donc ils vont souffler à des moments bien précis de l'année, et ça va être dû à un agencement particulier des zones de haute pression et de basse pression, comme c'est le cas par exemple pour le Mistral et la Tramontane. Donc ici, l'important, c'est de retenir que le vent, c'est surtout une question d'échelle. La conséquence directe de ça, c'est que, par exemple, pour qu'un vent à l'échelle locale puisse se développer, donc typiquement pour qu'une brise de mer puisse se développer, il faut que le vent à l'échelle synoptique soit relativement faible pour que justement l'effet de brise de mer puisse s'exprimer. Alors, ça c'est un classique, hein, donc la loi de Buibalo. Elle nous dit quoi, la loi de Buibalo? Elle nous dit que un observateur donc qui a le vent dans le dos, dans l'hémisphère nord, va avoir donc les zones de basse pression à sa gauche et les zones de haute pression à sa droite. Tout ça en fait pour nous dire que le vent va tourner dans le sens anti-horlogique au niveau d'une zone de basse pression et dans le sens horlogique au niveau d'une zone de haute pression. Alors le vent, il se forme en réalité avant tout en altitude. Donc ici, en haut du schéma, on va avoir ce qu'on appelle le vent dit géostrophique. Donc le vent géostrophique, c'est quoi? C'est le vent qui se trouve juste au-dessus de la couche de friction. La couche de friction, en fait, c'est la couche d'air qui est influencée par la surface terrestre, donc par le contraste entre la Terre et la mer, par le relief. Donc c'est en fait la zone qui est perturbée. Donc là, on est au niveau de l'air qui n'est pas perturbé. Et donc, comme vous le voyez ici sur le graphique, en fait, le vent, donc, d'altitude, il souffle parallèlement aux isobars. Donc en altitude, on ne parle pas d'isobars, on parle d'isohypses. Mais bon, voilà, on va pas se lancer dans l'explication de la différence entre les deux. Retenez juste que, voilà, en altitude, le vent souffle parallèlement aux isohypses. Et le vent, vous voyez aussi que c'est un équilibre en fait entre le fameux gradient de pression dont je vous avais parlé, hein, gradient de pression donc qui est un vecteur qui s'établit des hautes vers les basses pressions. Et aussi donc, il est équilibré par la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est quoi? Dû au fait que, il y a une rotation au niveau de la Terre, tout objet qui est en mouvement à sa surface va être dévié vers la droite dans l'hémisphère nord. Voilà. Par contre, donc quand je vais descendre dans la couche de friction, donc dans la couche, la direc et donc là, la direction de mon vent ne sera plus, parallèle à mes isobars. Et aussi, à cause de cette composante de friction, le vent va ralentir. Alors le vent va ralentir davantage sur la terre que sur la mer, simplement parce qu'il va y avoir l'effet, de relief.
Alors donc maintenant on va reparler de différents effets, locaux. Donc je ne vais pas vous réexpliquer, la brise de mer, brise de terre, hein. Ça je pense que c'est relativement, connu. Je vais plutôt m'attarder ici sur, les vents anabatiques et katabatiques. Ça, c'est peut-être un peu moins, connu. Donc les vents anabatiques et katabatiques, ça, c'est un phénomène qui se passe, dans un terrain montagneux. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, pendant la journée, donc on va avoir donc le soleil qui va commencer à chauffer et le soleil, eh ben, il va commencer d'abord à chauffer les sommets avant donc de, chauffer davantage, le bas, le la vallée, en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir des dépressions très, localisées qui vont se faire sur les sommets. L'air va s'élever et donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, il va y avoir en fait un courant d'air qui va partir de la vallée et qui va remonter les pentes. Et ça, en fait, ça va générer donc un vent qui va, voilà, qui va s'orienter à travers ma vallée. La nuit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, puisqu'on est plus haut en altitude au niveau des sommets, ça va se refroidir plus vite. Et donc, on va avoir l'effet inverse. Donc, l'air froid va être plus lourd et l'air froid va avoir tendance à descendre la pente. Et ici, donc, au niveau de la vallée, le courant d'air va s'inverser. Vous allez voir ici sur la petite animation, l'effet de nuit. Voilà. Alors les vents catabatiques, ça c'est certainement quelque chose auquel il faut faire attention, en tout cas pour les gens qui naviguent, du côté de la Scandinavie, parce que là, c'est quand même un phénomène, qu'on rencontre pas mal, en bordure des fjords. Alors un autre type de vent, local, c'est ce qu'on appelle, l'effet de Föhn ou l'effet de Chinook. Donc c'est les vents de subsidence. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a en fait donc, voilà, j'ai mon air qui se déplace et au bout d'un moment, il rencontre un relief. Donc il va grimper au niveau du relief. Si vous vous souvenez, donc quand le vent s'élève, qu'est-ce qui se passe? Bah, il refroidit. Quand il refroidit, voilà, il peut contenir moins d'air, il y a condensation et au bout d'un moment, eh ben, on va avoir des précipitations sur le côté au vent. Par contre, donc, au niveau du côté sous le vent, on va en fait avoir un assèchement et une accélération du flux d'air, parce qu'en fait, ici, au niveau du sommet, on va même avoir un effet de Venturi. Un bon exemple de ça, eh ben, c'est le microclimat qu'on a au niveau de l'Alsace. Puisque donc le massif des Vosges va en fait, servir en fait de barrière en fait, hein, et du coup on va avoir un temps plus sec, et plus chaud au niveau de l'Alsace, qu'au niveau des Vosges. Alors donc jusqu'à présent on a surtout parlé, de la direction du vent, donc ici je vais dire quelques mots, sur son intensité. Donc le vent on peut le mesurer, il y a plusieurs unités de mesure, hein, en général en météorologie on aime bien d'utiliser, les nœuds, donc un nœud c'est environ 1/2 mètre par seconde et environ donc 1,8 kilomètres/heure. Donc ça c'est la manière quantitative, de mesurer, le vent. Et je pense que celle-là, vous êtes aussi assez familier avec ça, donc il y a l'échelle de Beaufort qui est plutôt, une manière qualitative de le faire. Alors peut-être quelque chose dont on parle moins, c'est, le courant jet, donc le fameux jet stream. Donc ça, c'est un courant donc qui va se former à haute altitude, donc on parle quand même d'un courant d'air violent, d'environ 60 nœuds, hein, et en fait qui fait le tour du globe. Comme vous le voyez ici, en fait, eh ben, ces fameux courants jet, ils sont liés, aux fameuses cellules dont on a parlé au niveau de la circulation globale un petit peu avant. Donc, au niveau de la cellule de Hadley, donc très proche ici, de la tropopause. Pourquoi? Eh bien, parce que le moteur, en fait, du courant jet, ça va être, en fait, le contraste, thermique. Donc on va retrouver ce qu'on appelle le jet subtropical et ça nous intéresse, plus directement donc au niveau, de nos régions, donc entre la cellule de Ferrel et la cellule polaire. Juste en dessous de la tropopause, on va retrouver ce qu'on appelle, le jet polaire.
Ce qui est intéressant de savoir, eh bien, c'est que quand, on a le courant de jet donc qui passe, au niveau de la Belgique, ça va toujours être associé à des périodes, très venteuses en fait, même oui, même vraiment très, très impropres à la navigation. Un autre élément, plutôt négatif donc, c'est quand on se trouve au nord du courant de jet. Parce que en fait, donc je vous passe, l'explication, mais au nord du courant de jet donc, on va avoir un temps beaucoup plus instable que si on était au niveau, du sud. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'au niveau de ce courant de jet donc, on pourrait le comparer un peu, à la barre de rideau en fait. Puisque donc les fronts un peu comme si les fronts c'était le rideau, donc ils vont venir coulisser le long du courant jet. Alors, donc on va maintenant parler de stabilité et d'instabilité. Stabilité du temps, instabilité du temps. Et là, je reviens avec mes fameux radiosondages dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt. Les facteurs de stabilité, je vous les donne directement. On va voir pourquoi. C'est avoir en fait de l'air froid en surface et de l'air chaud en altitude. Pourquoi est-ce que c'est un facteur de stabilité? Eh bien parce que si j'ai de l'air froid, en surface, donc que ma surface reste froide, donc par conduction, mon air en fait, va se refroidir. Si ma surface est froide, par conduction, mon air se refroidit et donc il n'y a pas beaucoup d'énergie pour que mes particules d'air montent. Puisque mes particules d'air, elles vont continuer à s'élever tant qu'elles sont plus chaudes que leur environnement direct. Donc vous imaginez bien que si j'ai de l'air froid en surface et que j'ai de l'air chaud en altitude, eh ben, ma particule d'air, elle ne va quasiment jamais être plus chaude que son environnement et donc elle va rester confinée proche de la surface. Si maintenant vous regardez un peu, donc je vous avais dit que on pouvait avoir ici, on avait ici en diagonale mes isothermes, hein, donc vous les voyez ici 0°, 5°, 10°, 15°. Donc si l'air se refroidit, en surface, vous voyez bien qu'ici, le bout de mon graphique, je vais pouvoir le tirer vers la gauche. Si par contre mon air se réchauffe en altitude, l'autre morceau de mon graphique ici, je vais pouvoir le tirer vers la droite. Et donc va venir se former, va être visible hein, en fait au niveau de ma courbe d'état, ce qu'on appelle une inversion de température. Donc je vais avoir ici un V qui va venir se former. Et donc ça, quand je prends mon sondage en altitude, eh ben, je vais pouvoir voir si ma masse d'air est stable ou instable. Alors, caractéristiques d'une masse d'air stable. Tout d'abord, donc des nuages stratiformes, donc plutôt avec donc des nuages à étalement horizontal. Ben, pourquoi? Si vous regardez donc le petit schéma qui était là avant, en fait, mes nuages, ils vont s'étaler en dessous de l'inversion de température. Ils vont pas pouvoir monter plus haut en altitude. On va avoir des mauvaises visibilités, ben, pourquoi? Parce qu'en fait, l'humidité va rester, cantonnée proche de la surface. On va avoir des inversions de température, on en a parlé et on va avoir donc si jamais on a suffisamment d'épaisseur, de nuages et ben, on va avoir des précipitations, qui vont être, plutôt continues en fait, puisque, ben, ma nappe de nuages, elle est continue. À l'inverse maintenant, facteur d'instabilité, ben, ça va être de l'air chaud en surface. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être disponible en surface et ma particule d'air qui est chauffée, elle ne va rencontrer que de l'air froid tout au long de son trajet. La seule chose finalement qui pourrait l'arrêter, c'est ma fameuse tropopause parce que là, il va y avoir inversion de température. Donc vous voyez tout de suite que quand je regarde mon sondage, plus mon sondage va pencher vers la gauche, plus ma masse d'air va être instable. Plus mon sondage va pencher vers la droite, plus ma masse d'air va être stable. Alors, caractéristique d'un temps instable, des nuages cumuliformes, donc plutôt des nuages à développement vertical, des bonnes visibilités, puisque l'humidité qui est en surface va pouvoir s'évacuer,
Pas d'inversion de température et des pluies intermittentes puisque je ne vais pas avoir donc un tapis uniforme de nuages, mais je vais avoir donc localement des nuages qui vont fortement s'élever en altitude et donc en dessous de ces nuages-là, je vais avoir des précipitations relativement fortes. Alors, deux, trois mots sur les nuages. Donc les nuages, quand on les rapporte au niveau des observations météorologiques, on va décrire quoi? Ben, on va décrire en fait la nébulosité. Alors la nébulosité au niveau des météorologues, on exprime ça en octas. Un octa, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait, les octas, c'est quoi? C'est comme si je prenais mon ciel, que je le divisais virtuellement en 8 parties et que je regarde en fait combien de huitièmes est occupé par les nuages. Donc voilà, il y a aussi une manière de rapporter ça. Voilà, si le ciel est complètement, s'il n'y a pas de nuages, on parlera de ciel clair, donc en anglais sky clear. De 1 à 4, on parlera de peu nuageux, donc few scattered. 5 à 7, très nuageux, donc scattered à broken, et 8, donc couvert ou overcast. Deuxième chose qu'on va rapporter, donc c'est le genre de nuage. Le genre de nuage, je vais en parler juste après. Donc, ça va en fait décrire l'altitude à laquelle se trouve le nuage et aussi si c'est un nuage qui est issu d'une masse d'air plutôt stable ou plutôt instable. Et aussi la hauteur de la base des nuages. Ça, c'est directement lié à des problèmes au niveau de l'aviation. Donc, au niveau des nuages, tout ce qui est nuage donc d'altitude, on va utiliser donc le vocable cirro. Donc, le terme générique, c'est cirrus. Si maintenant c'est un nuage donc d'altitude instable, je vais parler de cirrocumulus. Si mon nuage est plutôt stable, je peux parler de cirrostratus. Au niveau moyen, je vais utiliser le vocable alto, et donc je vais avoir des altocumulus et des altostratus. Alors le nimbostratus, ça c'est un nuage donc voilà, qui est un peu l'amalgame de plusieurs nuages en réalité, donc et qu'on va retrouver à plusieurs niveaux. Alors au niveau bas, je vais retrouver donc les cumulus, nuages instables. Je vais retrouver les stratus, nuages stables, et je vais retrouver les stratocumulus. Le stratocumulus, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait un nuage stable qui se stabilise en fait. Donc c'est un cumulus qui a fini de se développer verticalement, qui va rencontrer une inversion de température et qui va venir s'étaler en dessous. Et puis finalement, bah, le roi des nuages, hein, le cumulonimbus, donc qui est un, entre guillemets, c'est un super cumulus, hein, puisque là, donc, la masse d'air est complètement instable, donc beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité au sol et de l'air froid en altitude, et donc le nuage se développe, se développe, se développe jusqu'à ce qu'il arrive à la tropopause, et donc à cet endroit-là, il va venir s'étaler. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la fameuse enclume au sommet du cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est le seul nuage qui va en fait provoquer de la grêle et de l'orage, des éclairs. Alors, bah, si la prévision, et l'observation des nuages, ça vous intéresse, il y a pas mal de sites gratuits en ligne. Donc ici, je suis allé sur Olmetsta, où en fait vous pouvez consulter les observations qui sont faites au niveau des aérodromes et des aéroports. Par exemple, ici, on a un message, donc c'est de l'observation METAR pour avoir une prévision. Donc là, on parle de TAF. Et voilà, ici, donc, il y a un code qui est utilisé où on va rapporter le vent. Donc ici, c'est un vent qui souffle du 210 à 21 nœuds. Ici, on a la visibilité horizontale, 9999, ça veut dire qu'on a plus de 10 km de visibilité. Et ici, on va venir décrire donc la quantité et l'altitude de la base des différentes couches de nuages. Ce qui est important ici, par exemple, c'est que vous voyez le CB, ça, voilà, ça doit, ça doit générer chez vous un signal d'alarme. Ça veut dire que, voilà, il y a de l'orage à cet endroit-là.
Autre chose que vous pouvez consulter, ça c'est aussi disponible, gratuitement, donc ce sont les images, des satellites météorologiques comme, EUMETSAT, où ici, par exemple, on est venu, appliquer en fait ce qu'on appelle un filtre RGB, Red, Blue, Green, où, par exemple ici typiquement, tout ce qui est, de haute altitude est coloré en bleu et vert et plus on descend d'altitude, plus c'est rouge. Alors, quelques mots sur les perturbations. De manière générale, donc, voilà, ça c'est aussi un rappel, l'air est un mauvais conducteur de la chaleur et donc, conséquence directe de ça, c'est que les masses d'air ne se mélangent pas et donc ce qu'on appelle une surface frontale, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la zone de séparation entre, 2 masses d'air. C'est la zone de discontinuité, en fait. Autre chose donc, dont je vous avais déjà parlé, c'est que l'air chaud, qui est moins dense, va toujours s'élever au-dessus, de l'air froid. Alors le nom de baptême du front, il est donné par, en fait, la masse d'air qui se déplace. Donc quand on parle de front chaud, il s'agit en fait d'une masse d'air chaude qui va venir se déplacer sur une masse d'air froide. Donc la manière, classique de représenter donc sur les cartes, le front chaud, donc ici on est en noir et blanc, mais ici donc on devrait avoir une ligne rouge avec, des demi-cercles en fait, au niveau de cette ligne, rouge qui indique en fait le sens de progression du front. Vu qu'ici donc c'est de l'air chaud qui se déplace, sur de l'air froid, on avait dit que l'air froid était, plus dense, donc l'air froid est plus costaud et donc l'air chaud va légèrement, déformer l'air froid et donc en fait la pente frontale va être relativement douce. C'est-à-dire que l'air va s'élever, mais très progressivement et donc les nuages qui vont être associés au front chaud, ça va être majoritairement donc, des nuages stables, donc des nuages de type stratiforme. Le cousin, du front chaud, c'est le front froid, donc cette fois-ci, on a une masse d'air froide qui vient se déplacer sur une masse d'air chaude. La masse d'air froide, donc, elle a tendance à moins se déformer. C'est majoritairement l'air chaud qui se déforme dans ce cas-ci, ce qui fait que la pente est beaucoup plus abrupte. Vu que la pente est beaucoup plus abrupte, il va y avoir beaucoup plus, de mouvement vertical, sur une faible distance et donc associé à un front froid, on va plutôt avoir, des nuages instables, des nuages de type, cumuliforme. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon front froid va progressivement donc rattraper mon front chaud. Et donc maintenant, la question, en fait, c'est de savoir, finalement, où se trouve l'air le plus froid? Celui qui était derrière, le front froid ou celui qui était devant, le front chaud? Et donc, en fonction du cas de figure, on va parler d'une occlusion à caractère de front chaud ou d'une occlusion à caractère de front froid. Donc dans le cas d'une occlusion à caractère de front chaud, c'est l'air froid qui est, devant le front chaud qui est le plus froid et donc l'air froid du front froid va grimper sur l'air froid qui était devant, le front chaud. Conséquence de ça, c'est que vous voyez qu'ici le maximum de précipitation, en réalité, on va l'avoir avant le passage du front. À l'inverse, donc ici on a une occlusion à caractère de front froid. Cette fois-ci, c'est l'inverse, donc c'est l'air froid qui est à l'arrière du front froid qui est le plus froid et donc c'est l'air froid qui est à l'avant du front chaud qui va grimper dessus. Et donc là, on va en fait avoir la situation inverse. On va avoir le maximum de précipitations après le passage du front au sol. Alors voilà, donc ici vous avez, un schéma un peu, synthétique, hein. Donc ici vous avez, une description dans le plan, horizontal et vous avez ici la traduction
dans le plan vertical. Ce qu'on voit tout de suite, hein, c'est que bah, les nuages qui sont associés au front chaud, ils sont projetés très loin en avant de la trace au sol. Et donc quand je regarde mon image satellite, eh ben, c'est exactement ce que je vois, hein. Donc ici, vous voyez que les nuages, ici, qui sont associés au front chaud, on les retrouve très à l'avant. Et ici, vous voyez que les nuages qui sont liés au front froid, voilà, c'est assez compact et ça reste relativement dans le voisinage du front. Alors, pour terminer, 2-3 mots sur, voilà, quelque chose qui est en plein boom, donc c'est la météorologie spatiale. Vous en avez peut-être déjà, entendu parler, c'est ce qu'on appelle en fait le space weather en anglais. Alors, la météorologie spatiale, ben, qu'est-ce que c'est finalement? La météorologie spatiale, eh bien, c'est en fait, une discipline qui englobe, tous les processus physiques, qui viennent du Soleil et qui vont affecter, les activités humaines sur Terre. Donc le Soleil, en fait, il émet de l'énergie, hein, en continu, sous forme, d'ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, elles voyagent à la vitesse, de la lumière, mettent environ 8 minutes, à nous atteindre. Donc pour ça, pas vraiment moyen, en tout cas, jusqu'à présent, de faire des prévisions. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est constater l'impact, au niveau de la Terre. À côté de ça, donc, il y a aussi des particules, électrisées. Donc elles voyagent plus lentement, elles mettent quelques heures à quelques jours, pour nous atteindre. Donc là, on peut déjà, commencer, à prévoir, en fait, l'impact. On a aussi, donc ici, vous avez des images de ça, notamment ici, hein, ce qu'on appelle de l'éjection de masse coronale. Donc en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle les trous coronaux à la surface du Soleil, donc qui sont des zones d'activité très intenses à la surface du Soleil. Associé à ça, en fait, il y a ce qu'on appelle des lignes magnétiques qui vont se briser, et quand elles se brisent, elles vont éjecter énormément de matière, donc énormément de plasma. Donc toutes ces particules, elles vont voyager à travers l'espace et elles vont finir par arriver et voilà, et commencer à rentrer en contact avec, le champ magnétique de la Terre. Voilà, je vais vous montrer un peu. Donc ici, vous allez voir ce qu'on appelle la reconnexion magnétique. Donc la reconnexion magnétique, c'est le vent solaire, donc qui charrie en fait toutes les particules qui viennent du Soleil, est tellement fort que il va pas donc seulement rebondir sur, le champ magnétique de la Terre, mais il va réussir en partie à le briser. Et derrière donc, va venir se reformer, donc ici derrière, les lignes vont se briser, elles vont se reconnecter ici derrière, en emmenant en fait une partie des particules, et ça, eh ben, ça va venir créer notamment, des aurores boréales. Mais bon, vous allez me dire, voilà, en quoi est-ce que ça m'intéresse, quand je navigue? Eh ben, en fait, la météorologie spatiale, tous ces phénomènes, ils peuvent avoir en fait, des conséquences, notamment au niveau de la précision, des GPS. Parce que va en fait se passer ce qu'on appelle le phénomène de scintillation, des signaux GPS. C'est-à-dire que, avec toutes ces particules, fortement chargées, qui nous arrivent, eh bien, donc, ces particules, elles vont en fait changer la composition, en électrons, temporairement, hein, de l'ionosphère. Et du coup, eh bien, bah, comme vous le savez, hein, pour le positionnement GPS, on dépend des satellites, et pour ça donc on doit capter en fait, et trianguler à partir heu, de ces satellites. On doit capter donc, leur signal,
et en fait mesurer donc le temps, donc enfin, oui, donc le positionnement, il est basé sur le temps normal, que met en fait une onde électromagnétique à partir du satellite et à arriver jusqu'au récepteur. Mais maintenant, si je change en fait la composition, de l'ionosphère, et ben, je vais changer donc le temps de parcours, du signal GPS, et donc, eh ben, ça va causer, des erreurs, de positionnement. Deuxième effet, ça va être aussi la perturbation, des ondes haute fréquence. À nouveau donc, c'est basé sur le fait que, mon ionosphère ne va pas se comporter, comme normalement, puisque normalement donc l'ionosphère, pour les fréquences qui sont inférieures à 30 MHz, elle va agir comme un réflecteur, donc c'est ce qu'on utilise, pour les communications radio à longue distance, et normalement donc quand on est au-dessus de 30 MHz, et ben, donc les signaux radio vont traverser l'ionosphère. Maintenant, bah, vous imaginez bien que si maintenant, mon ionosphère change, et ben, l'ionosphère pourrait, absorber donc, les ondes radio que normalement elle reflète, ou alors complètement les laisser passer. Ce qui peut donc, heu, faire donc, de la friture, sur la ligne, ou carrément, perdre, les communications. Alors pour terminer, ben, pour aller un peu plus loin, ça c'est une question que je reçois, assez souvent, bah, comment est-ce qu'on élabore une prévision météorologique? En fait, c'est pas si simple. Je vais un peu vous faire une réponse de Normand, c'est-à-dire que si vous demandez à 10 météorologues comment ils élaborent leurs prévisions, bah, certainement que vous allez avoir, 10 réponses différentes. Toutefois, il y aura toujours, voilà, la trame générale, va quand même rester la même. Alors, pour faire une prévision météorologique, eh ben, on commence toujours par, collecter en fait, et analyser des observations. Donc le but ici, ça va être de réaliser, un cliché instantané de l'état de l'atmosphère à un certain moment. Donc pour faire en fait ce cliché, bah, je vais devoir, avoir recours à beaucoup, de plateformes, d'observation différentes. Ça pourrait être mes fameux, radiosondages dont je vous ai parlé. Ça pourrait être donc des messages, qui sont envoyés par les bateaux. Ça pourrait être du radar, ça pourrait être du satellite. Voilà. Il y a plein de pièces de puzzle, et il va falloir donc reconstituer l'image complète, de l'atmosphère à partir de, toutes ces données, lacunaires. Alors c'est là que, on va avoir, principalement 2 embranchements. Donc l'embranchement, de droite, hein, qui est, relativement récent. Toutes ces données, elles vont être ingérées donc, par des super calculateurs, hem et donc on va générer en fait ce qu'on appelle des, modèles, de prévision, numériques. Souvent donc, quand on voit dans la littérature, on parle de NWP. Donc tout ça en fait va passer, dans mon supercalculateur, et va en ressortir en fait, des paramètres, des valeurs pour des paramètres de sortie, donc des valeurs de pression, de température, heu et d'humidité, ainsi que des statistiques. De l'autre côté, donc on a la manière, plus ancienne, hein, j'ai envie de dire, plus traditionnelle. C'est-à-dire que toutes ces données qu'on récolte, eh ben, on va les porter sur une carte. Donc on va faire ce qu'on appelle, le plotting. Et là, en fait, donc le prévisionniste, donc l'être humain, va venir analyser tout ça, repérer ses centres de pression, dessiner ses isobars, dessiner ses fronts, et cetera. Et finalement, bah, c'est toujours comme ça, enfin, c'est comme ça que ça se passe encore actuellement. Le prévisionniste donc, qui entre-temps s'est fait son idée de l'évolution du temps, va comparer ça avec, la sortie, des différents modèles, en faire une synthèse générale, et finalement, ben, édicter sa prévision.
Voilà, bah, pour terminer, comme je vous l'avais dit, si vous voulez aller plus loin, moi je vous recommande, la plateforme, qui, aux dernières nouvelles, est toujours, gratuite, donc plateforme, Met Education, sur laquelle vous pouvez vous inscrire et voilà, à partir de là, vous avez pas mal, de leçons, donc de tutos en ligne qui sont très bien faits. Des tutos donc que vous pouvez trouver donc en français, en anglais et pour les plus téméraires aussi en espagnol. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout était clair? Moi, peut-être, j'ai une question. Oui, dites-moi. Pourquoi la température diminue en altitude, qui est un peu antilogique avec le fait que les particules d'air se dilatent quelque part, puisqu'il y a moins de pression, plus on monte. Vous avez dit que ça diminuait jusqu'à la troposphère. Jusqu'à la tropopause, c'est ça. Oui, oui, dans la troposphère jusqu'à la tropopause. Et j'ai un peu du mal à comprendre ce phénomène-là. Je sais, je le constate, hein, les neiges Mmh. éternelles au-dessus des sommets. Vous avez raison, c'est certain, mais j'ai difficile à me l'expliquer. Alors ça, je ne sais pas vous donner, une réponse directe à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas le cas partout dans l'atmosphère, en fait. Parce que et ça, c'est pas intuitif non plus, au niveau de cette tropopause et au-delà, donc dû à notamment à la composition, de l'atmosphère à cet endroit-là et notamment dû à la présence d'ozone, et ben là, la température va augmenter avec l'altitude pendant ou en tout cas, rester constante un temps et puis légèrement augmenter, donc ça, notamment au niveau de la stratosphère et de l'ionosphère. Ok, Voilà, la raison d'accord, exacte, je ne sais pas vous la donner. d'accord, ok. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Bon, bah, écoutez, s'il y a plus de questions, voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence, et je vais rendre l'antenne à Sébastien alors, hein. Oui, bonsoir, ça n'est pas Sébastien, c'est sa Merci beaucoup. collègue Pascal. Ah! Ou à Pascal. Voilà, je suis moins loin polie. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci Merci beaucoup. bien. Voilà, je vais juste terminer par vous dire que voilà, ici, j'ai fait ça à peu près, sur 1 heure, donc j'ai été sur énormément de sujets, en 1 heure. Voilà, je vous invite, si vous êtes intéressés, à éventuellement suivre le cours, que je donne au SNEH, tous les ans. Donc c'est en général, aux alentours du mois de février-mars, et ça se fait sur 3 jours. Donc forcément, on a beaucoup plus de temps pour voir tout ça en détail. Ça se fait en présentiel, donc voilà, il y a aussi plus d'interaction. Oh, oh, très bien. Hmm.